Il est 10 h à Paris, on est toujours ensemble sur France 24, bienvenue si vous nous rejoignez. À la une de l'actualité, l'armée israélienne dit avoir reçu les corps des otages rendus par le Hamas. C'est une première depuis le début de la guerre. Parmi les dépouilles, les 2 enfants Bibas, leur mère, et Odette Lifshitz, un Israélien âgé de 83 ans lors de son enlèvement. Nous serons en direct de Jérusalem dans un instant. Les pays arabes face à la question palestinienne. L'Arabie saoudite accueille ce vendredi un sommet pour reconstruire Gaza. 6 pays se réunissent autour du président de l'autorité palestinienne Mahmoud Abbas. Avec quelles ambitions et surtout quelle unité le monde arabe parviendra-t-il à afficher un front commun face à Donald Trump et sa proposition de déplacer 2,5 millions de Palestiniens? On en parle avec Armin Arfi, grand reporter au magazine Le Point, et David Rigolet-Rose, rédacteur en chef de la revue Orient Stratégique. Merci d'être avec nous, bienvenue, c'est Parlons-en. On commence d'abord par cette journée choquante, cette journée de deuil en Israël. Selon les mots de Benjamin Netanyahou, pour la première fois depuis le début de la guerre, le Hamas a remis à l'armée israélienne 4 dépouilles d'otages. Elles ont été remises à l'intérieur de la bande de Gaza à des représentants de l'armée et du Shin Bet, selon l'agence israélienne de la sécurité intérieure. On va tout de suite prendre la direction de Jérusalem, retrouver notre correspondante Claire Duhamel. Bonjour Claire, quel est le dispositif prévu pour accueillir ces dépouilles? Bonjour, alors on a vu sur les images que le Hamas a remis ces 4 cercueils à la Croix-Rouge, qui a ensuite remis ces corps à l'armée israélienne à l'intérieur même de la bande de Gaza. L'armée israélienne a dit qu'il y avait tout d'abord une petite cérémonie à Gaza, même avec un rabbin qui a été amené là-bas pour l'occasion, de manière à respecter les rites juifs de dignité des corps, puisque ces otages sont vraisemblablement morts depuis des mois, ont été gardés dans des conditions extrêmement violentes. On se rappelle de l'image de l'enlèvement de la famille Bibas, lorsque Shiri Bibas, à l'époque 32 ans, tenait entre ses bras ses 2 bébés. On se rappelle de la violence du Hamas autour d'elle, qui a fait captif ses enfants. Et ensuite, en novembre 2023, le Hamas avait annoncé que la famille Bibas avait été tuée dans une frappe israélienne, ce qu'Israël n'a jamais confirmé. La première confirmation de la mort de la famille Bibas, c'était hier soir, lorsque Israël a considéré que oui, c'était bien leur corps qui allait être rendu aujourd'hui. Alors les corps ont été ensuite, les cercueils ont été drapés d'un grand drapeau israélien, et ces corps sont en direction d'un institut médico-légal à Tel Aviv, où ils seront formellement identifiés et où des équipes de médecins essaieront de déterminer les causes de la mort. Ce processus pourrait durer jusqu'à 48 heures, et en attendant, les Israéliens commencent le deuil de cette famille Bibas et de cet homme, Odette Lifshitz, 83 ans, qui était aussi un des visages symboles de la tragédie des otages en Israël. Et parmi donc les dépouilles, les 2 enfants donc de la famille Bibas et leur mère, ils sont devenus les symboles du calvaire des captifs en Israël. Oui, partout dans l'espace public, on voit les visages de ces 2 enfants qui ont été faits captifs alors qu'ils étaient chez eux dans le kibboutz de Nir Oz. Ils ont été tirés de leur lit. On l'évoquait, il y a cette image extrêmement choquante où on voit leur mère, Shiri, totalement terrifiée, entourée des hommes du Hamas qui disent que oui, ils vont prendre avec eux à Gaza ces 2 enfants et leur mère. Le père de cette famille était aussi captif à Gaza, mais ils étaient gardés séparément. Et Yarden Bibas a été libéré le 1er février dernier dans le cadre de cette trêve. Il est revenu seul. Le Hamas avait informé cet homme dans une vidéo de propagande au mois de novembre que sa femme et ses 2 enfants avaient été tués. Mais pour la famille Bibas, il n'y avait pas de confirmation officielle. Ils espéraient jusqu'à la dernière minute, à l'image de tout le pays, de tout Israël, que le Hamas puisse mentir et que ses enfants et cette femme puissent être vivants. Ce n'est évidemment pas le cas. À partir du début du cessez-le-feu, et puisque le Hamas avait dit qu'il libérerait en priorité les femmes et les enfants en vie, puisque la famille Bibas n'avait pas été libérée, la plupart des Israéliens avaient alors réalisé que oui, il était vraisemblable que cette famille ait bien été tuée.
Claire Duhamel en direct de Jérusalem. Merci à vous, Claire. On en vient à notre discussion, notre débat du jour. Dans Parlons-en, avec cette rare démonstration d'unité face à Donald Trump. Les pays arabes se réunissent ce vendredi en sommet à Riyad pour tenter de faire bloc face au projet du président américain de déplacer 2,5 millions de Palestiniens. Quelle proposition pourrait être autour de la table? Peut-il encore exister un front arabe autour de la cause palestinienne? Gaza, le malaise des pays arabes, c'est le titre de notre émission aujourd'hui. Pour commencer, je vous propose de retrouver Alice Moreno, correspondante de RFI au Caire. Bonjour à vous. Alice, quel est le programme de ce sommet? Que pourrait contenir ce plan arabe pour Gaza sous l'égide de l'Égypte? Eh bien, ce plan pour Gaza, c'est une contre-proposition, bien sûr, à l'idée de Donald Trump de s'approprier Gaza et d'en faire un lieu de tourisme pour la totalité des pays arabes. Hors de question de laisser Gaza aux mains des Américains et d'Israël. Les Palestiniens doivent rester sur leur terre. C'est ce que martèlent notamment le roi Abdallah de Jordanie et le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi. Ils invoquent la défense de la cause palestinienne. Et le déplacement des Palestiniens impliquerait aussi pour ces États un coût économique, un risque sécuritaire, avec une crainte du déplacement du conflit avec Israël sur leur propre sol. Mais depuis sa prise de pouvoir, le président américain ne cesse de mettre la pression sur les dirigeants arabes. Les partenaires du Moyen-Orient et du Golfe vont donc se réunir. Ce sera le 4 mars prochain au Caire pour présenter leur plan de reconstruction en excluant toute possibilité de déplacement des Gazaouis. Peu de détails ont pour l'instant filtré sur ce plan de reconstruction, mais quelques éléments sont sortis ces derniers jours dans la presse égyptienne. Ce plan s'étalerait sur 3 à 5 ans, impliquerait une première phase de 6 mois exclusivement dédiée au déplacement, au déblaiement des gravats avant de procéder à des constructions en partant du sud de la bande de Gaza à Rafah jusqu'au nord. Je me suis entretenue il y a quelques jours avec une source proche du gouvernement égyptien pour qui rien ne justifie un déplacement de la population gazaoui vers le Sinaï égyptien. Selon cette même source, il y a encore quelques maisons debout et des camps à Gaza pour abriter les habitants le temps de la reconstruction. Et de toute façon, personne ne voudra quitter le territoire palestinien, affirme encore cette même source. Alice Moreno, correspondante de RFI au Caire. Merci pour vos précisions. Les 6 monarchies du Golfe, donc l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis, le Qatar, le Koweït, Oman, Bahreïn, ainsi que la Jordanie et l'Égypte, qui doivent donc discuter demain vendredi autour de ce plan égyptien de reconstruction pour Gaza. Ce sommet arabe sera sans doute le plus important concernant le monde arabe et la cause palestinienne depuis des décennies. C'est ce que disent certains experts. Est-ce que ça pourrait être le cas, Armin Arefi? Oui, en tout cas, au pied du mur, les pétromonarchies arabes doivent réagir et doivent faire preuve d'unité face au choc qu'a constitué la proposition de Donald Trump, 1, de prendre le contrôle de Gaza, et 2, d'expulser par la force plus de 2 millions de Palestiniens. Donc il y a une nécessité pour les pays arabes, et en tête desquels figure l'Arabie Saoudite, de faire front commun et de montrer une solution, qu'il y a une solution valable pour faire de Gaza une riviera, mais avec les Palestiniens et pas sans les Palestiniens, comme l'avait proposé Donald Trump. Donc il y a une volonté, comme l'a d'ailleurs proposé le nouveau secrétaire d'État américain Marc Rubio, de présenter un plan arabe. Reste à savoir si celui-ci sera accepté et par Donald Trump, mais également par le gouvernement de droite, voire d'extrême droite israélien, dont les positions sont aujourd'hui assez alignées avec celles de l'administration Trump, à savoir un départ forcé des Palestiniens de Gaza, qui pour ces pays-là, les pays arabes, constituerait une seconde Nakba, une seconde catastrophe qui rappellerait l'expulsion forcée de centaines de milliers de Palestiniens à l'issue de la guerre d'indépendance qui aboutit à la création de l'État d'Israël. La question qui se pose à l'approche de ce sommet, David Rigollet-Rose, c'est de savoir si les pays arabes vont arriver avec une position unie ou divisée sur la question. Oui, c'est le problème, parce qu'effectivement, il y a eu l'électrochoc constitué par la proposition spectaculairement disruptive du président Donald Trump. Et donc, il y a la nécessité de présenter une contre-proposition. C'est l'objet de cette réunion, mais en même temps, il y a des incertitudes qui demeurent. C'est-à-dire que même sur l'unité du Front arabe, il y a une unité de refus de principe de la proposition de Donald Trump, ça oui. Maintenant, le problème, c'est qu'est-ce qui peut être mis sur la table. D'ailleurs, c'est ce qu'a souligné Marco Rubio en disant, voilà la proposition, est-ce que vous avez mieux ?
Donc il met les pays arabes au pied du mur, qui jusqu'à présent avaient fait montre d'une grande discrétion dans le conflit, et ils vont être obligés de présenter quelque chose. Mais le vrai point d'achoppement, c'est sur la gouvernance, puisque l'objectif, c'est de maintenir la population de Gaza dans l'enclave, avec une reconstruction estimée de l'ordre de 50 milliards, qui effectivement mobiliserait notamment les pétromonarchies et des entreprises égyptiennes et de sécurité égyptienne. Mais le problème, c'est quid du Hamas déjà, avant même de penser à une éventuelle alternative. Parce que quand on voit la mise en scène macabre qui vient d'avoir lieu justement à Gaza pour la remise des corps, dans la psyché israélienne, ça hypothèque clairement toute idée d'une présence non seulement du Hamas, mais même de l'idée même d'un État palestinien. C'est ça le drame de la situation. Et d'ailleurs, c'est symbolisé par l'un des otages qui est décédé, qui est remis, qui était un ancien journaliste qui avait travaillé justement pour les négociations, pour la paix avec les Palestiniens. Donc là, on arrive au noyau dur qui va être très compliqué pour les États arabes. Et d'ailleurs, il y a un État arabe qui a soulevé le problème, c'est les Émirats, l'ambassadeur Al-Otaibi, qui est l'ambassadeur des Émirats à Washington, l'inamovible ambassadeur, a pointé du doigt le problème, effectivement. Qu'est-ce qu'il y aura pour remplacer le Hamas qui ne peut pas être là? Justement, est-ce qu'ils parviendront à surmonter leur division sur ce point, les pays arabes? Le Hamas a quand même peu ou prou accepté l'idée qu'il ne fera pas directement partie du prochain gouvernement, s'il y en a un qui est mis en place, à Gaza. Donc il n'aura pas de membres directement faisant partie de ce comité national formé de technocrates qui est l'objet des discussions du plan mis sur la table par les pays arabes. Mais ne pas être membre de ce gouvernement ne signifie pas tirer les ficelles en coulisses, en sous-main. Et aujourd'hui, le Hamas reste la principale force politique aux commandes à Gaza sur le terrain, même s'il est considérablement affaibli sur le plan militaire. Il reste aujourd'hui le contrôle de fait ce qu'il reste de la bande de Gaza, et il veut avoir son mot à dire sur la composition de ce futur gouvernement, s'il arrive à se mettre en place, de technocrates. Autre problème, la démilitarisation du Hamas, qui conserve des forces militaires, qui a réussi à recruter quand même un nombre important de combattants au sein des familles de victimes, des plus de 50 000 morts à Gaza. Aujourd'hui, le Hamas déclare qu'il est hors de question qu'il rende les armes et que ses principaux dirigeants soient exfiltrés, si je puis dire, dans les pays arabes. C'est ce que souhaite par exemple l'Égypte. Donc, on est en face d'un problème, comme le disait David Rigoulet-Rose, à savoir que le Hamas, contrairement à ce qui avait été annoncé par Benyamin Netanyahou, son objectif de démilitariser et d'éradiquer le Hamas est de fait toujours au pouvoir, même s'il est affaibli à Gaza. Et on l'a vu ce matin justement dans cette mise en scène macabre de remise des dépouilles des otages. Pour rester sur ce point du sort du Hamas, on le sait, certains États du Golfe poseront des conditions spécifiques avant tout transfert financier à la bande de Gaza. Qu'est-ce que ce serait ces conditions? Justement, c'est là où il y a un gros point d'interrogation, parce que la question du financement n'est pas le point le plus difficile. Il y a des fonds qui peuvent être mobilisés à partir du moment où il y a une perspective politique et de transition pour une étape ultérieure. Mais pour l'instant, c'est cette étape qui n'est pas définie. D'ailleurs, on le voit, on souligne avec le problème de la résilience du Hamas. Et c'est là-dessus que les Américains vont faire pression en disant quelle proposition vous amenez sur la table où il n'y aurait pas le Hamas. Et pour l'instant, on en est loin. C'est tout le problème, c'est la quadrature du cercle. Parce que le Hamas, d'ailleurs, a dit qu'il était prêt à rendre les clés, entre guillemets, si l'essentiel de ses militants, de ses activistes, se trouvait absorbé par un comité de gouvernance, justement, de l'enclave, ce qui voudrait dire qu'il y aurait une forme d'assimilation au sein de la nouvelle structure, mais pas de disparition du Hamas. Et c'est tout le problème. Or, pour les Israéliens, c'est quelque chose, c'est un chiffon rouge. Et pour les Américains également. Et donc là, les États arabes vont être pris dans une contradiction quasi ingérable et qui va ramener la proposition de Donald Trump en disant si on peut pas supprimer le Hamas, à ce moment-là, on en revient à la proposition du président Donald Trump. Donc c'est extrêmement compliqué. Et tout cela est conditionné à la bonne poursuite de la deuxième phase du cessez-le-feu.
Oui, effectivement. Alors, il y a quand même des changements, des bouleversements. Le Hamas se dit prêt, alors déjà, à libérer 6 otages samedi, 4 corps la semaine prochaine, donc ce qui achèverait la première phase de 33 otages israéliens libérés en échange de plus d'1 millier de prisonniers palestiniens. Ensuite, la seconde phase est beaucoup plus hypothétique. Il reste environ 70 otages, dont 35 encore en vie, israélien à Gaza. Le Hamas se dit prêt à les libérer en une seule fois. Israël serait davantage pour une libération progressive, mais le problème, avant tout pour lui, c'est qu'il n'a pas de garantie, comme le disait David Rigoulet-Rose, du départ et de l'absence du Hamas dans le futur de Gaza. Une autre question qui est, je pense, fondamentale au-delà du futur du Hamas, c'est le cas de l'autorité palestinienne. Comme vous l'avez dit au début de l'émission, et l'a dit votre journaliste sur place, Mahmoud Abbas, le président de l'autorité palestinienne, est invité à cette réunion. On sent que pour les pays arabes, l'autorité palestinienne au pouvoir en Cisjordanie, interlocuteur légitime de la communauté internationale, reste le principal partenaire pour l'après-Gaza, même si ses membres, ne feront pas partie du gouvernement. On sent que Mahmoud Abbas garde un pouvoir de décision extrêmement important. Il souhaite être l'homme de la situation. Or, il se heurte au refus catégorique du gouvernement israélien qui ne veut pas d'autorité palestinienne pour le futur de Gaza. Pour quelle raison? Avant tout parce que remettre en selle à Gaza l'autorité palestinienne entraînerait une réunification de fait des territoires sous son contrôle, en plus de la Cisjordanie, on aurait donc Gaza, et ouvrirait la voie à nouveau à la question d'un État palestinien, ce que rejette totalement le gouvernement d'extrême droite israélien, qui ne souhaite pas que cette question soit mise sur le devant de la table. Dans le cas contraire, la coalition de Benyamin Netanyahou exploserait. C'est pourtant ce qui est prévu par la 3e phase de ce plan arabe qui devrait être proposé lors de ce sommet demain sous l'égide de l'Égypte. Est-ce qu'ils partent, c'est perdu d'avance finalement? On a la quadrature du cercle côté arabe, mais on l'a également et surtout côté israélien. L'objectif de Benyamin Netanyahou, comme je l'ai dit tout à l'heure, était l'éradication du Hamas et le retour des otages. Le retour des otages, en tout cas ceux qui sont encore en vie, est en bonne voie. Le Hamas n'est pas éradiqué. Autre problème, c'est l'absence de toute perspective politique pour la bande de Gaza. Aujourd'hui, il n'y a pas de plan présenté par Israël viable, autre que le plan de Donald Trump d'une expulsion pure et simple des Palestiniens et donc d'un nettoyage ethnique, ce qui poserait et mettrait en difficulté d'un point de vue sécuritaire les pétromonarchies du Golfe et leurs alliés jordaniens et égyptiens. Le souci, c'est que, encore une fois, s'il n'y a pas de remise en selle de la question d'un État palestinien, il y aura d'autres crises à l'avenir, d'autres affrontements, d'autres guerres, et on aura encore des décennies de crise dans la région entre Israéliens et Palestiniens. Donc on a d'un côté des États arabes qui essayent de trouver une solution sans le Hamas, qui reste un acteur central à Gaza, et de l'autre des Israéliens qui ne souhaitent plus de Hamas, mais ne veulent pas pour autant entendre parler d'un État palestinien, quand bien même celui-ci serait dirigé par les modérés, il faut le dire, en tout cas les interlocuteurs privilégiés jusqu'ici d'Israël, à savoir l'autorité palestinienne. C'est là tout le problème. Un État palestinien qui appelle de leur vœu pourtant les chancelleries arabes. Quels sont leurs leviers? De quels leviers disposent-elles face à Donald Trump pour imposer leur vision et leur plan pour reconstruire Gaza? Le problème, c'est que c'est pas uniquement Donald Trump. Et comme le rappelait Armin Arafi, alors il y a effectivement une position de principe du gouvernement avec des ministres d'extrême droite, mais en réalité, le problème va au-delà. D'ailleurs, la Knesset a voté le 18 août dernier une résolution qui condamnait le principe même d'un État palestinien, et dans ce vote il y avait le parti centriste justement de l'ancien ministre de la Défense centriste. Donc c'est pas uniquement, il y a un effet d'optique de penser que l'obstruction est uniquement liée aux ministres d'extrême droite. En réalité, aujourd'hui, à cause du 7 octobre, et on le voit, et ça va être accentué par les mises en scène qu'on a vu tout à l'heure, dans la psyché israélienne, la majorité des Israéliens considèrent que c'est devenu inconcevable. Et donc c'est un vrai problème.
parce que ça dépasse les personnes et les positions politiques classiques, droite-gauche, par rapport à cette question d'un État palestinien qui demeure le viatique de la communauté internationale. Je dis de viatique de la communauté internationale en mettant beaucoup de guillemets, parce que le principal acteur de cette communauté internationale, aujourd'hui, c'est extrait de ce viatique, en l'occurrence Donald Trump. Donc ça amplifie encore les difficultés. On ne voit pas très bien quelle perspective politique va pouvoir être mise en place, d'autant plus que, comme le rappelait Armin, le Premier ministre, dès décembre 2023, avait dit ni Hamastan, ni Fatahstan, de toute façon. Et là, on touche le noyau dur de l'identité d'une putative gouvernance pour une troisième phase, qui pour l'instant est très lointaine. Voilà, donc les pays arabes qui se mettent malgré tout en ordre de bataille, qui sont finalement rattrapés par la question palestinienne, c'est aussi parce que dans les rues arabes, eh bien, la rue, elle a tranché depuis le début de la guerre, et la question palestinienne est trop sensible et trop importante pour les opinions publiques pour que les pays arabes l'ignorent en fait. Oui, effectivement, les opinions publiques arabes sont majoritairement pro-palestiniennes et pour beaucoup d'entre elles, même si je ne peux pas parler à leur place, ne considèrent pas le Hamas comme une organisation terroriste, mais plutôt comme une organisation de résistance. Je parle d'un point de vue arabe. Donc bien évidemment que ces pays, en tête desquels l'Égypte et la Jordanie, ces États favorables aux Occidentaux et qui ont fait la paix avec Israël, sont sous une pression intense de la part de leur opinion publique et ne peuvent pas se laisser aller à cautionner un déplacement volontaire des populations qui, encore une fois, révélerait le traumatisme de la Nakba, donc les expulsions forcées de centaines de milliers de Palestiniens lors de la création de l'État d'Israël. Et par effet ricochet, il y a également le risque d'une contagion, savoir que le déplacement de populations palestiniennes au sein de ces populations, de ces pays arabes, exporterait ou plutôt importerait chez eux la crise palestinienne. Et on sait ce que ça a pu donner dans l'histoire avec Septembre Noir en Jordanie ou la guerre civile au Liban après l'établissement sur place de l'Organisation de libération de la Palestine, avec derrière 15 années de guerre. Il y a malgré tout un levier, je pense, très important qui est entre les mains aujourd'hui de l'Arabie Saoudite, le principal pays arabe sunnite, qui est la question de la normalisation avec Israël. On sait que Donald Trump et avant lui, même Joe Biden, souhaitaient un rapprochement et même une officialisation des liens entre Israël et l'Arabie Saoudite pour faire face à la menace commune de ces deux pays, à savoir la République islamique d'Iran. Aujourd'hui, en raison du traumatisme de la guerre à Gaza et du traumatisme que ça a constitué pour les opinions publiques arabes, le prince d'Arabie Saoudite ne peut pas se laisser aller à brader la cause palestinienne comme ça aurait pu être le cas avant les massacres du Hamas du 7 octobre et doit faire un geste en faveur d'un État palestinien, une solution à deux États qui est encore une fois la seule solution plausible sur le terrain, même si elle est aujourd'hui grandement en danger. Donc la question de la normalisation et de l'officialisation des liens entre l'Arabie Saoudite et Israël peut constituer un levier de pression important sur l'administration de Donald Trump, mais également sur le gouvernement israélien d'extrême droite. Autre question importante, les liens, on sait qu'ils sont très forts entre MBS et Donald Trump ainsi que son gendre Jared Kushner, avec cette approche transactionnelle qui les caractéristique. On sent aujourd'hui que l'Arabie Saoudite est au centre du jeu diplomatique, que ce soit sur la question gazaoui, mais également sur l'Ukraine, pourquoi pas demain sur l'Iran. Donc on sent quand même que la diplomatie et le pragmatisme saoudien est quand même une carte importante aujourd'hui au sein en tout cas des pays arabes pour ne pas accepter cette capitulation que constituerait le déplacement forcé, nettoyage ethnique à Gaza. Parce qu'ils sont sous la pression de la rue. Sinon, on le voit, ils suivent leurs propres intérêts. C'est les intérêts nationaux qui priment. Comment on explique cette déconnexion entre les gouvernements arabes et leur opinion publique ? Ça a toujours été un peu le cas. C'est-à-dire que les gouvernements arabes sont toujours pris un peu piégés par effectivement l'émotion de ce qu'on a qualifié souvent un peu abusivement de rue arabe. Mais incontestablement, la cause palestinienne demeure un ferment unitaire qui est transétatique. Ça l'est encore aujourd'hui ? Elle l'est encore, oui, on le voit même dans des pays éloignés, par exemple comme le Yémen.
qui n'a pas de proximité géographique immédiate. Il y a effectivement une caisse de résonance particulière avec cette question. Dans le cas de l'Arabie Saoudite, effectivement, c'est probablement un des rares pays qui dispose d'un levier par rapport à Washington. C'est effectivement celui de la normalisation, qui ne pourrait être que conditionné avec certains paramètres. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est d'autant plus important que l'Arabie Saoudite, il est tenu, enfin le MBS est quand même tenu par le fameux plan Abdallah de 2002 qui prévoyait déjà une normalisation en contrepartie de la reconnaissance d'un État palestinien qui pourra pas être tel qu'il avait été imaginé à l'époque, probablement, mais ça fait partie des paramètres. Et puis, il y a la gestion des lieux saints. Donc, le Royaume d'Arabie Saoudite est un poids lourd. C'est un poids lourd régional qui peut parler avec tout le monde, y compris avec Vladimir Poutine, on l'a vu, pour d'autres sujets. Et donc, il a l'ambition, effectivement, de jouer sa carte. Incontestablement pour peser sur les événements, même s'il sait quand même que la difficulté est immense. Il peut pas passer par pertes et profits la cause palestinienne, même si, à titre personnel, il aurait très envie de normaliser tout de suite, mais il peut pas le faire. Même si les contacts sont maintenus, on l'a vu ces derniers mois. Donc, il y a un jeu transactionnel, effectivement, qui opère. Et la question, ça va être où va être mis le curseur. Parce que si normalisation il y a, il faudra un minimum de concessions israéliennes. Je n'ai pas dit un maximum. Il sait que ça sera très difficile d'obtenir le maximum, mais un minimum, et on ne voit pas très bien pour l'instant ce que pourrait être ce minimum. Elle est évacuée pour l'instant, la question de la normalisation dans le cadre des accords d'Abraham, dont on se demande... Elle n'est pas évacuée, on va dire c'est un fantôme qui est... C'est un fantôme. Elle est suspendue. Les accords d'Abraham, d'ailleurs, sont un fantôme, pourrait-on dire. Il faudrait les redéfinir, ces accords d'Abraham, depuis qu'il y a eu la guerre à Gaza. Qu'est-ce que vous voulez dire par c'est un fantôme? Et ce qui reste des accords d'Abraham aujourd'hui, c'est... Il reste quand même une grande coopération économique qui s'est renforcée en dépit de la guerre à Gaza, et sécuritaire bien sûr, notamment entre Israël et les Émirats Arabes Unis. Le Maroc, en dépit des manifestations de soutien à Gaza qui ont secoué la rue au Maroc et qui ont mis en difficulté le roi Mohamed VI, ces accords tiennent plus que jamais. Il ne faut pas oublier une des conditions qui avait été avancée à l'époque par les Émirats Arabes Unis lors de la surprise de la normalisation donc des accords d'Abraham à l'été 2020, c'était d'avoir empêché l'annexion pure et simple par Israël de la Cisjordanie. On sait que cette question de l'annexion est aujourd'hui à nouveau au goût du jour. On sait que plusieurs ministres au sein de l'administration israélienne ne font pas mystère de leur souhait de voir aujourd'hui les colonies israéliennes, nombreuses, toujours plus nombreuses en Cisjordanie, pourtant illégales selon le droit international, être rattachées officiellement à l'État d'Israël. Donc ça peut constituer peut-être le minimum que pourrait garantir Israël dans le cadre d'un accord. Maintenant, voilà, c'est la future grande question, je pense, une fois que la question gazaoui sera résolue. Et tout ce qui arrive ces derniers jours n'inspire pas la confiance et la sérénité sur cette question-là, parce que Donald Trump lui-même a indiqué qu'il avait trouvé la solution à la question de la Cisjordanie et la question de l'annexion. Encore une fois, il faut répéter, demain, si la question gazaoui n'est pas résolue, si on expulse la population de Gaza, si Israël annexe la Cisjordanie, qu'est-ce qui restera des Palestiniens qui n'auront de fait pas les mêmes droits que les Israéliens? Qu'arrivera-t-il justement des millions de Palestiniens qui vivent toujours sur place et qui ne bénéficieront pas de droits, en tout cas auront moins de droits politiques et juridiques que les Israéliens vivant sur le même territoire? Ça pose vraiment question. À quel point les printemps arabes ont changé la dynamique dans la région et dans la manière de se saisir de la question palestinienne? Les printemps arabes c'était une onde de choc, et donc ça a déstabilisé les régimes. C'est pas tant la question palestinienne d'ailleurs, parce que à l'époque elle était plutôt en retrait. Il y avait une dévaluation stratégique de la question palestinienne qui avait permis d'ailleurs la finalisation des accords d'Abraham. Mais finalement c'est le retour du refoulé qui revient toujours à un moment ou à un autre. C'est ce qui s'est passé effectivement ces 2 dernières années, et donc là on est au pied du mur de toute façon. Ce qui est intéressant, c'est dans le cas du gouvernement israélien par rapport à une éventuelle expulsion ou annexion, c'est que le gouvernement israélien ne veut pas la solution à 2 États, mais la solution, et c'est le piège
justement pour le gouvernement Netanyahou. Mais s'il y avait un seul État de facto, il y aurait un surplus de population palestinienne au sein en termes démographiques, ça constituerait une hypothèque sur la stabilité de l'État hébreu. Donc je disais qu'il y avait la quadrature du cercle, mais effectivement c'est un piège même pour celui qui refuse la solution à deux États, parce que l'absence de perspective politique en fait empêche tout horizon. Pour les deux, d'ailleurs, pour les deux parties. Quelles sont les autres causes pour comprendre les raisons de ce malaise arabe, hein, c'est le titre de notre émission aujourd'hui. Quid, par exemple, des nouvelles générations, comment elles perçoivent la cause palestinienne, outre ses intérêts géostratégiques et la crise interne des pays arabes, l'oubli de cette cause palestinienne, on peut le dire, tout simplement, elle est aussi aggravée par le passage du temps chez les plus jeunes qui ne l'apprennent pas de la même manière aussi dans les manuels scolaires. Oui, en effet. Après, ça reste quelque chose qui se transmet toujours de génération en génération. Je pense que pour beaucoup de membres de la jeunesse arabe, même si je ne peux pas parler en son nom, la question palestinienne reste un ferment de l'arabité et surtout le symbole du deux poids deux mesures de l'Occident vis-à-vis de ce qu'on peut appeler le Sud global, à savoir qu'il y a un ordre occidental pour condamner les agissements de la Russie en Ukraine, beaucoup plus de difficultés à le faire quand il s'agit de l'armée israélienne à Gaza. Moi, je me souviens, par exemple, au Liban, avoir rencontré des opposants du Hezbollah qui étaient là lors de la révolution d'octobre 2019, manifestant contre la mainmise du Hezbollah sur l'État libanais, tout en condamnant et étant extrêmement critique à l'égard des agissements de l'armée israélienne lorsqu'elle a entamé la phase supérieure de sa guerre contre le Hezbollah en septembre dernier. Donc la cause palestinienne reste quand même à bien des égards un ferment de l'identité des populations arabes de cette région, même si aujourd'hui la priorité reste pour une bonne partie, comme d'ailleurs ailleurs dans le monde, la question économique et la crise économique qui touche de nombreux pays arabes dans la région, sauf les pays du Golfe, mais qui ont quand même des populations dans leur pays, par exemple pour les Émirats arabes unis et le Qatar, qui sont minoritaires par rapport au nombre d'étrangers. Faut le prendre en compte. Il faut savoir que l'opinion publique en Arabie Saoudite, aux Émirats arabes unis, au Qatar est un facteur moins important que dans des pays beaucoup plus peuplés comme la Jordanie ou l'Égypte, où clairement, si demain il devait y avoir une acceptation du plan Trump, il y aurait des risques même pour la vie des dirigeants, pour le maintien au pouvoir du roi Abdallah en Jordanie, dont quand même 60% de sa population est palestinienne ou d'origine palestinienne, ou pour l'Égypte d'Abdel Fattah, du général Abdel Fattah al-Sisi, notre grand allié. Pas oublier que l'ancien président Sadat a été assassiné après avoir signé la paix avec Israël, les accords de Camp David de 1979, qui avaient été considérés comme une officialisation de la braderie de la cause palestinienne en Égypte. Il y a une autre, ces dernières années, cause qui a pris aussi le devant de la cause palestinienne auprès des pays arabes, des régimes arabes, c'est bien sûr la menace représentée par la République islamique d'Iran, qui a été d'ailleurs un des facteurs de la normalisation des relations entre Israël, les Émirats arabes unis, Bahreïn en 2020, au nom d'un ennemi commun qui était la République islamique d'Iran. C'était aussi la raison pour laquelle l'Arabie saoudite, qui coopère déjà au niveau sécuritaire depuis plusieurs années avec Israël, souhaitait collaborer et normaliser avec Israël, avec également, bien sûr, la volonté de coopérer au niveau économique et technologique. La priorité aujourd'hui du roi, en tout cas du prince héritier et roi de fait en Arabie Saoudite, Mohammed Ben Salman, c'est son projet 2030, la vision 2030, de développer économiquement l'Arabie Saoudite et de la sortir de la dépendance au pétrole. Mais justement, ce sont aussi les liens entre le Hamas ou le Hezbollah et l'Iran qui suscitent la méfiance des pays arabes. Pour les pays du Golfe, effectivement, par exemple, l'Iran, c'est une menace plus grande même qu'Israël.
C'est incontestablement ce qui a poussé à la normalisation dans la dynamique d'Abraham. Mais quand on parle des pays du Golfe, il faut, justement par rapport à l'Iran, il faut se garder d'une unité de façade, hein, parce que le Qatar était un soutien du Hamas. Et il se trouve que le Qatar vient justement de discuter avec Téhéran de la situation régionale. Et donc on voit bien à quel point c'est compliqué, y compris entre des pays qui sont censés être unitaires au sein du Conseil de coopération du Golfe. Et là, on retrouve la variable du Hamas pour le jour d'après. Le positionnement jugé par certains ambigu du Qatar et qui ne fait pas forcément les affaires de pays comme l'Arabie Saoudite ou les Émirats qui essaient de trouver une alternative au Hamas. Donc c'est extrêmement compliqué et ça montre que le malaise en fait traverse tous les pays d'une manière ou d'une autre, pas forcément pour les mêmes raisons. Mais dans le cas des deux pays les plus exposés, on va dire géographiquement, que sont la Jordanie et l'Égypte, il n'y a pas uniquement, même si c'est affiché, la peur, le volonté de ne pas cautionner une nouvelle catastrophe, Nakba, c'est aussi parce que ce serait une déstabilisation interne des deux pays, avec une majorité palestinienne en Jordanie, qui risquerait de devenir, et c'est un des scénarios promus par l'extrême droite israélienne, finalement le pays palestinien, et puis du point de vue égyptien, avec la menace du Hamas, qui est une émanation des frères musulmans qui sont réprimés en Égypte, frères musulmans qui viennent de devenir majoritaires au Parlement jordanien. Donc on voit bien à quel point le jeu de bascule déstabilise potentiellement tous les États de la région. Oui, et puis pour les Émirats arabes unis aussi ont une position plus nuancée. Sur les frères musulmans et sur le Hamas, c'est pour les Émirats, c'est le cauchemar absolu. Ces derniers jours, ils ont rejeté évidemment les Émirats le plan de Trump de Riviera à Gaza, mais il y a plusieurs jours, l'ambassadeur émirati à Washington a dit, je cite, ne pas voir d'alternative au plan. Pardon ? L'ambassadeur Al-Otaibi, effectivement. Voilà, il disait qu'il n'y avait pas d'alternative au plan d'éviction de la population palestinienne de Gaza annoncé par le président américain, et il ne s'oppose pas forcément à une position arabe unie, mais leur position est difficile à comprendre. C'est la raison, en fait, c'est le but de la réunion d'aujourd'hui. Unifier les positions, présenter un plan concret avant la réunion début mars de la Ligue arabe au Caire, où cette initiative doit être officiellement présentée. Mais effectivement, on sait très bien que les pays arabes, comme les Émirats arabes unis, sont entièrement anti-frères musulmans, au contraire du Qatar. Ça a d'ailleurs favorisé la brouille entre l'Arabie saoudite, le Qatar, l'Arabie saoudite et les Émirats d'un côté, le Qatar de l'autre, et le blocus qui a quand même eu lieu pendant plusieurs années. On n'en est plus là. Les dissensions restent importantes, mais il y a une nécessité d'avoir une unité de façade face à une décision et d'adapter certains éléments de langage. On sent très bien que les Émirats arabes unis ont toujours été plus favorables à cette approche mercantile de l'administration américaine que le Qatar ou l'Arabie saoudite. L'Arabie saoudite, de par son statut de détenteur des lieux saints, ne peut pas se permettre de vendre la cause palestinienne, alors que MBS lui-même, le prince héritier, ne serait pas contre une normalisation rapide pour des raisons d'avant tout économiques, stratégiques, pour la mise en place de son plan. Donc oui, il y a des dissensions. Les pays arabes ont toujours été divisés de par le soutien apporté et l'interlocuteur a privilégié, qu'il soit frères musulmans ou davantage nationaliste. Mais aujourd'hui, face à l'urgence et le coup de tonnerre qu'a constitué le plan de Donald Trump, il y a une nécessité d'avoir une vision globale unifiée pour la phase d'après, même si beaucoup de questions ne sont pas résolues. J'ajouterai simplement une chose, il y a quand même beaucoup de choses qui ont changé dans la région depuis les massacres du Hamas du 7 octobre. On a eu quand même un affaiblissement de l'axe pro-iranien avec l'affaiblissement militaire du Hezbollah, celui du Hamas, et la chute de Bachar el-Assad, la chute surprise, son renversement surprise en Syrie. Aujourd'hui, tous les yeux sont fixés, au-delà bien sûr de Gaza et de la Cisjordanie, où la colonisation israélienne se poursuit tous azimuts. Les yeux sont fixés sur l'Iran et la question du nucléaire iranien. Donald Trump appelle de ses voeux à un grand deal entre les États-Unis et l'Iran pour régler la question nucléaire, mais également régler certaines questions régionales. C'est dans ce cadre d'un grand deal régional que pourraient se régler plusieurs questions, dont la question
gazaouis, la question du Hezbollah au Liban et la question des factions palestiniennes. Donald Trump qui veut totalement remodeler le Moyen-Orient. Les pays arabes, ils doivent aussi tenir une position d'équilibriste par rapport aux États-Unis. Le président américain a menacé de suspendre notamment l'aide au Caire et à Amman s'il refusait d'accueillir la population de Gaza. À quel point ces sorties choc de Donald Trump peuvent-elles faire peur aux chancelleries arabes ? Ça, c'est des vrais moyens de pression qui ont été... D'ailleurs, l'aide a été en partie suspendue déjà pour la Jordanie. Ça l'a pas été pour l'Égypte. Il faut rappeler que l'Égypte a une dette de 165 milliards de dollars, 42 milliards d'intérêts de la dette du service de la dette, et donc ils sont très très dépendants, y compris au niveau d'institutions comme le FMI. Donc de la part de Donald Trump, il a agité effectivement le spectre d'une suspension des aides, à la fois militaires et économiques au sens large. Donc c'est un moyen de pression incontestable. C'est pour ça que les pays arabes sont mis au pied du mur, et notamment les deux plus exposés que sont la Jordanie et l'Égypte. Et donc ce qui réunit aujourd'hui dans le cadre de ce forum, le plus petit dénominateur commun, c'est le refus de l'option de Donald Trump, c'est-à-dire de l'expulsion des Gazaouis. Mais une fois qu'on a dit ça, et c'est souligné par l'ambassadeur émirati justement à Washington, c'est quid pour la suite. D'accord, il y a un consensus là-dessus, mais qu'est-ce qu'on fait du Hamas ? Qu'est-ce qu'on fait pour la gouvernance ? Et quelles sont les propositions de perspectives politiques par rapport à un putatif État palestinien ? Et là-dessus, il n'y a pas du tout d'unanimité, et même le consensus est sujet à caution. Il n'est pas voué à l'échec pour autant, ce sommet. Vous nous dessinez un portrait assez pessimiste de la suite. Voué à l'échec, pas forcément. Encore une fois, ce qui est intéressant, je pense, dans la déclaration choc de Trump sur Gaza et sur les menaces à peine voilées proférées à ses alliés que sont la Jordanie et l'Égypte, c'est qu'elle traduit dans des termes très peu diplomatiques le véritable rapport de force entre les États-Unis et deux pays arabes, l'Égypte et la Jordanie, qui vivent quand même sous perfusion américaine, mais également pour l'Égypte mirienne et saoudienne depuis maintenant plusieurs années. La pression est colossale. Ces pays sont décriés, y compris par de nombreux responsables, membres de la société civile dans de nombreux pays arabes, comme des suppôts des États-Unis. En tout cas, on voit le rapport de force économique, alors que leur situation économique est extrêmement difficile. Maintenant, je pense que ces déclarations qui reflètent ce rapport de force peuvent amener et amènent déjà de nombreux pays du Golfe à diversifier, à changer de politique. Ils savent très bien qu'ils ne peuvent plus se reposer uniquement sur l'aide et le parapluie américain, et diversifient leurs partenaires économiques. Les pays du Golfe ont déjà commencé. On sait que le premier aujourd'hui consommateur de pétrole saoudien, c'est la Chine. L'Arabie saoudite a de très bonnes relations, en tout cas des relations stables avec la Russie, ce qui lui permet aujourd'hui d'accueillir le sommet, les négociations américano-russes sur le sort de l'Ukraine. Donc les pays arabes quand même, et notamment les plus riches d'entre eux, les pétromonarchies du Golfe, ont quand même compris maintenant, il y a plusieurs années, que les Américains étaient en train de se désengager de la région, et qu'ils devaient d'une certaine manière voler de leurs propres ailes et assurer leur sécurité de leurs propres ailes. C'est ce que l'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis ont compris, même si ce sont des pays qu'on ne peut pas comparer parce qu'ils ont à l'Égypte et la Jordanie, car ils ont beaucoup moins de population et des moyens, des pétrodollars illimités. Mais forcément, aujourd'hui, l'Égypte et la Jordanie sont au pied du mur, avec ils sont mis au pied du mur par ce narratif de Donald Trump, mais ils ne seront pas abandonnés pour autant par les grands géants du Golfe, qui savent très bien que si demain le Caire et Amman sont déstabilisés, c'est leur propre pouvoir qui pourrait être dans l'avenir, et que ce sera un peu l'avant-garde des pays du Golfe au sein du monde arabe. Mais qui est maître du jeu aujourd'hui ? C'est Donald Trump ? En grande partie, en tout cas, c'est lui qui... c'est-à-dire que quoi qu'on puisse penser de ces propositions scandaleuses à divers titres, ça oblige les gens à se positionner, les acteurs à se positionner ou à se repositionner. Et toute chose égale par ailleurs, le fait que les pays arabes soient mis au pied du mur pour la question de Gaza, on retrouve le même paradigme en Europe avec les Européens par rapport à la question de l'Ukraine, où les Européens sont mis au pied du mur aussi
par effectivement les initiatives unilatérales de Donald Trump. Donc c'est, on va dire, c'est un stimuli. Le problème, c'est que on part de très loin et que ça va être très difficile de réunir, puisque les divisions qu'on évoque entre les pays arabes, ou en tout cas les nuances qui sont plus que des nuances, on les retrouve dans la configuration européenne. Et c'est là-dessous que joue évidemment Donald Trump, qui lui veut faire passer sa vision, veut imposer sa vision pour avoir des résultats rapides. Il y a un autre acteur extrêmement important dont on a peu parlé, c'est bien sûr Israël, le gouvernement israélien, gouvernement d'extrême droite israélien, qui s'est montré relativement sourd face aux pressions exercées par l'ancien président américain Joe Biden lorsqu'il a réclamé des cessez-le-feu, l'arrêt de la guerre, qui a été beaucoup plus à l'écoute de Donald Trump au début de l'année pour permettre cette première phase, l'accomplissement de cette première phase de cessez-le-feu. Bon, on sait aujourd'hui, on sait ce que souhaite quand même ce gouvernement. Il ne veut pas d'État palestinien, ce qui pose un problème pour l'avenir d'Israël et de la Palestine dans cette région. On sait aussi qu'il aimerait pousser au départ des populations palestiniennes de Gaza, mais également celles de Cisjordanie, les expulser vers la Jordanie. C'est une donnée fondamentale, et je pense que la volonté ou non de Donald Trump et la possibilité de Donald Trump de tordre le bras de Benyamin Netanyahou sera, à mon avis, une question clé pour comprendre comment évoluera cette région dans un avenir proche. L'avenir de la région qui s'écrit aussi demain lors de ce sommet arabe. C'est la fin de cette émission. Merci à vous, Armin Arefi, grand reporter au Point, et à vous, David Rigoulet, Rose, rédacteur en chef de la revue Orient Stratégique. Parlons-en revient dans 5 minutes. Restez avec nous sur France 24.